Alors, bonjour à tous, c'est bon, vous m'entendez? Il y a le son? Ouais, ok. Alors, il existe un univers parallèle sur Internet où le coronavirus a été créé par l'Institut Pasteur pour aider Bill Gates à réduire la population mondiale. Hein, c'est un univers où la logique et la raison ne s'appliquent plus. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ça, ce que vous voyez ici, c'est un message qui est faux. Ok. Bon. C'était une fausse information qui a beaucoup tourné à l'époque, avec le brevet de l'Institut Pasteur qui aurait breveté le coronavirus en 2004, pardon. Et donc, il l'avait inventé, il l'avait prévu depuis le début, ça existait déjà et tout ça. Sauf qu'en fait, c'était une info fausse, c'était sur le SARS-CoV-1, le premier SRAS, et donc c'est simplement que l'Institut Pasteur avait fait des recherches là-dessus, et les avait brevetés. Donc ce message est faux, c'est une fausse information. Et puis, il arrive que des fausses informations finissent par, à l'occasion d'événements importants, un petit peu marquants, que ces fausses informations s'homogénéisent, s'accumulent, s'agglomèrent et forment des sortes d'hypothèses alternatives à l'hypothèse officielle sur l'événement. Une hypothèse plus générale, une hypothèse, une hypothèse à part entière avec plein de fausses informations autour. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une théorie du complot. Et puis, il y a des gens qui vont finir par réfléchir uniquement à travers ce prisme, qui vont finir par avoir un véritable mode de pensée permanent, où systématiquement, dès qu'il y a un événement, ils vont voir une intention cachée derrière cet événement. C'est obligé, il y a quelque chose. Un attentat? Non, c'est pas juste un attentat, il y a quelque chose d'autre. C'est manipulé, c'est instrumentalisé, il y a une intention toujours derrière. Un accident de voiture? Non, c'est un assassinat, c'est oublié. Un virus qui apparaît, non, il doit avoir été fabriqué comme une arme peut-être de destruction massive. Voilà. Et cette attribution d'intention systématique, ce mode de pensée systématique, ça s'appelle le complotisme. Ici, vous avez ça, ce sont des tinfoil hats, des espèces de chapeaux en aluminium dont se protègent certains conspirationnistes américains pour se protéger des ondes, possiblement des ondes parfois qui viennent de la zone 51, parfois des extraterrestres, etc. C'est un peu vieillot maintenant, ça s'est perdu, la mode du tinfoil hat. Donc, ce mode de pensée complotiste dont je viens de vous parler, je le connais plutôt bien parce que, à une époque, je raisonnais pas mal comme ça. J'ai été présenté comme un ancien conspirationniste. Alors, effectivement, j'ai fait des interventions en ce sens où j'ai témoigné un petit peu de comment ça s'était passé. Je vais vous l'exposer aussi ici aujourd'hui. C'est vrai que ça peut peut-être vous servir d'avoir ce témoignage-là. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je suis passé totalement de l'autre côté du miroir et en fait, j'en suis carrément à débunker les théories du complot, à analyser les théories du complot, à les étudier. Elles me fascinent vraiment. J'ai des collections de bouquins sur les théories du complot. Je me renseigne sur des vieilles petites théories du complot, peut-être que personne connaît et qui datent d'il y a 50 ans et tout ça. C'est devenu un petit peu... c'est devenu une activité que j'ai à côté depuis environ 6 ans, puisque je me suis lancé en 2016 sur YouTube et Twitter. J'ai 45 000 followers sur Twitter et 55 000 sur YouTube. C'est pas beaucoup, mais ça va. C'est une audience assez fidèle qui maintenant me suit depuis plusieurs années, donc je suis assez content, avec qui j'ai des débats vraiment super cool. Donc c'est vraiment une expérience très enrichissante d'avoir créé cette chaîne YouTube et de m'exprimer comme ça sur les réseaux sociaux. C'est assez cool. Et donc je fais maintenant aussi, je suis depuis l'année dernière rédacteur occasionnel pour l'agence de presse Fact and Furious, dont vous avez vu tout à l'heure le fondateur, si vous étiez là à l'heure d'avant. Donc,
J'aimerais aborder cette question du complotisme au travers de mon expérience personnelle aussi, mais au travers d'études de psychologie sociale et tout ça. À travers ces points-là, globalement, hein, c'est assez instinctif, assez simple. Comment rentre-t-on dans le complotisme? Pourquoi le complotisme est-il si attractif? Quelles sont les motivations des complotistes à diffuser des informations de type complotiste? Quels problèmes pose le complotisme à la société? Comment sortir du complotisme et comment lutter contre le complotisme? Donc, comment rentre-t-on dans le complotisme? Il faut une porte d'entrée, une théorie qui nous séduise assez pour nous faire rentrer dans ce petit monde. Et ensuite, les algorithmes des réseaux sociaux se chargent de nous transporter de théorie en théorie pour découvrir toujours plus de vérités. Alors, la révélation des pyramides, pour moi, ça a été la porte d'entrée. Donc, j'étais en soirée étudiante, il y a un de mes potes en fin de soirée, chez lui, qui me fait « Vas-y, je vais te montrer un documentaire, ça va te retourner le cerveau ». Et puis, il me montre ce documentaire-là, du coup, sur les pyramides qui, possiblement, n'ont pas été fabriquées, en fait, par les Égyptiens, mais qui auraient été en fait, construites par une civilisation très avancée, aujourd'hui disparue, possiblement des extraterrestres, mais on ne le dit pas trop quand même dans le documentaire. Et voilà. Et donc, moi, j'y connais rien en égyptologie à ce moment-là. Hein. D'ailleurs, j'y connais toujours pas grand-chose. Même si j'adore visiter le Louvre, voir la section égyptologie et tout, c'est super, mais objectivement, je ne suis qu'un profane. Et c'est vrai que sur le coup, ça me fascine. Moi, je suis curieux, j'aime bien l'histoire et tout, et ce documentaire était particulièrement bien fait. Donc du coup, je commence à le partager partout autour de moi, tout ça. Et de là, je commence à tomber sur des vidéos sur diverses autres théories qui vont finir par occuper un petit peu tout mon temps à certaines périodes. Ah oui, pardon. J'ai oublié de parler de hold-up. Oui, c'est que juste pour certaines autres personnes, la porte d'entrée, par exemple, depuis la crise du coronavirus, ça pourrait peut-être être hold-up, vous voyez. Un documentaire qui a eu énormément de succès, qui contient de nombreuses fausses informations. Il réussit quand même l'incroyable prodige de se contredire complètement en à peu près 1 heure d'intervalle, avec une première partie qui, globalement, nous dit que on nous ment, le virus, il n'est pas si dangereux que ça. Il ne fait pas de mort, il n'est pas dangereux, on nous ment. Et puis, 1 heure plus tard, ils en viennent à dire, ce virus, il a été créé en laboratoire, exprès pour tous nous tuer, et voilà, c'est un génocide. Donc du coup, j'aimerais comprendre ta logique documentaire. À quel moment tu vas créer exprès un virus en laboratoire pour réduire la population mondiale, mais en même temps, tu ne le fais quand même pas dangereux et tu fais en sorte qu'il tue personne. Parce que pourquoi pas, voilà, c'est un petit peu le postulat des théories du complot, c'est toujours pourquoi pas, ça pourrait être vrai, donc douter de tout. Et voilà, ça a été vu des millions de fois, hein, donc je pense que ça a été une porte d'entrée pour beaucoup de gens hold-up en temps de crise. Donc, s'agissant de ma propre petite expérience sur YouTube, tout ça, notamment sur YouTube, hein, à l'époque, on devait être quoi, 2012, je tombe sur les théories sur le 11 septembre, notamment, toutes les théories du complot autour du 11 septembre, sur l'assassinat de JFK, sur les chambres à gaz, qui n'auraient pas existé, nanana, ou alors qui auraient été mises en place à l'improviste, comme ça, sans projet initial. HAARP, le projet d'armes climatiques HAARP, qui serait une arme secrète des États-Unis destinée à provoquer des séismes et des tornades et toutes sortes En fait, dès qu'il y a une catastrophe climatique, encore une fois, hein, on a vu tout à l'heure, c'est un événement qui a forcément une intention derrière. Donc ça ne peut pas être juste une catastrophe climatique, ce serait trop bête, ce serait trop banal. En fait, c'est forcément une catastrophe climatique qui est causée par quelqu'un. On ne sait pas trop qui, mais quelqu'un de mal intentionné. En tout cas, ça, c'est sûr. Et donc, forcément, les États-Unis. Hein. Et ici, la théorie des chemtrails, aussi, à laquelle je croyais à l'époque. La théorie qui veut que les traînées de condensation des avions dans le ciel, en fait, ne seraient pas des traînées de condensation classiques, juste de la vapeur d'eau et tout ça, mais en fait, ça serait des traînées de produits chimiques qui seraient répandus volontairement par les États. Alors, il y a plusieurs versions de l'objectif malveillant final.
Il y a une version, il y a une version hard, c'est en fait, ils répandent tous ces produits chimiques pour nous rendre malades, pour nous vendre des médicaments et pour réduire la population à 500 millions d'habitants. Ou alors, il y a la version, en fait, ils essayent de résoudre le réchauffement climatique, mais sans nous le dire. Ils se sont tous réunis comme ça, genre tous les dirigeants de tous les pays, ils sont tous réunis entre eux en secret, et ils se sont tous mis d'accord, genre c'est incroyable, c'est peut-être la première fois que tous les pays du monde se mettent d'accord sur quelque chose. Ça serait vraiment un beau progrès en géopolitique. Et ils se seraient mis d'accord pour résoudre le problème du réchauffement climatique, comme ça, en secret, en douce, en mettant des nuages de vapeur par les avions, vapeur chimique partout dans le monde. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, s'agissant de la réduction de population, ça marche pas trop, hein, puisque ça fait 20 ans que la population augmente. Et s'agissant de l'objectif de résoudre le réchauffement climatique, bon... Voilà. Donc j'ai cru à tout ça. Ok. Pourtant, je me pensais pas spécialement bête. Hein. Je me pensais au contraire éveillé. Bon, on va en parler de tout ça d'ailleurs. Pourquoi le complotisme est-il si attractif? En fait, ça flatte l'ego. Déjà, c'est un réenchantement du quotidien. Voilà, vous n'êtes pas juste en train de... Vous n'êtes pas juste un bête humain parmi tant d'autres qui est en train de faire sa lessive, sa vaisselle et tout ça. Vous êtes quand même un résistant, un éveillé. Vous avez tout compris au fonctionnement réel du monde. Vous avez su percevoir le complot caché derrière tout ça. Vous n'êtes pas comme tous ces espèces d'idiots de moutons qui font leur vaisselle, qui vont au boulot, qui prennent le métro et tout. Bon, vous faites tout ça aussi, mais vous êtes éveillé. Et ça, c'est une différence dans le complotisme, et c'est ce besoin de se sentir unique, de se démarquer des moutons, d'être éveillé. Après, la méfiance des autorités, bon, ça c'est une base. Moi j'étais très, très idéaliste à l'époque. Je le suis toujours un peu, mais quand on vieillit, on devient un peu plus aigri. Et voilà, on abandonne certains idéaux finalement. Je dis pas ça pour vous, messieurs, mais... Non, en tout cas, voilà. Très idéaliste, j'étais extrêmement contre toute idée d'autorité, tout ça. Et donc, clairement, la méfiance des autorités, le fait que les autorités aussi, parfois, sont pas super compétentes, sont pas super sympas, sont pas super sur tous les plans, et ben, des fois, ça fait en sorte qu'on va développer une telle méfiance de ces autorités qu'on va être prêt à croire n'importe quoi qui dit du mal de ces autorités, finalement. Même si c'est des choses complètement fausses. Et puis le besoin de reprendre le contrôle sur son environnement. Il y a des choses qu'on ne comprend pas trop dans le monde, c'est un peu obscur. Il y a une multiplication de l'information, on a beaucoup, on entend tout et rien. On sent bien qu'on ne connaît pas trop certains sujets, on sent bien que la virologie, va falloir faire quelques années d'études avant de vraiment piger ce que c'est. On sent bien que l'égyptologie, c'est pareil, va peut-être falloir se renseigner un peu, c'est un peu compliqué, que la physique nucléaire ou les modes de fonctionnement des fusées, enfin voilà, c'est quand même pas super clair tout ça. On ne peut pas être expert en tout. Et finalement, pour reprendre le contrôle un peu, surtout, on peut avoir peur de certaines choses, on peut avoir peur du terrorisme, on peut avoir peur d'un autre groupe de la population, voilà, des peurs irrationnelles comme ça. Et ben pour reprendre le contrôle, on va essayer de simplifier tout ça. Finalement, tout ce bordel là, tout ça, c'est à cause des Illuminati, ou c'est à cause des sionistes, ou c'est à cause... voilà, il y a quelqu'un qui... C'est bon, c'est identifié, la menace est identifiée, les problèmes sont identifiés de manière simple, simplifiée, et finalement, après, on va essayer de tout expliquer par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié parce que... Donc, quelles sont les motivations des complotistes? Il y en a trois principales, je pense. Donc, quelles sont les motivations des complotistes à diffuser des théories complotistes, hein, à produire des vidéos, des trucs sur la Terre plate, que sais-je, ou des trucs plus crédibles, bien sûr. Hein. Il y a différents stades quand même de complotisme. L'argent.
L'argent. On parlait tout à l'heure du documentaire Hold Up. Il a gagné, le réalisateur, Pierre Barnarias, il a gagné des centaines de milliers d'euros. Il avait pour projet d'acheter un manoir, là, il n'y a pas longtemps, à 750 000 balles. Et finalement, je crois que ça a capoté, mais en tout cas, voilà, il a gagné beaucoup d'argent. Hein. Ça a plutôt pas mal marché. Du coup, il a sorti une suite, Hold On. Et ça encore, c'est rien. Aux États-Unis, c'est encore bien pire. On a ce qu'on appelle les 12 super désinformateurs aux États-Unis. Et à eux 12, ils produisent 65% de la désinformation anti-vaccin, notamment, aux États-Unis. Et parmi eux, il y a les époux Bollinger. Les époux Bollinger qui étaient des naturopathes et qui ont décidé un jour de faire une série de vidéos qui s'appelle « La vérité sur le cancer » et « La vérité sur les vaccins » et de les vendre à $499. Et ça fait cher. Ça fait cher, mais les gens sont prêts à payer très cher pour payer la vérité. La vérité, c'est un produit qui se vend très très bien, et encore mieux depuis la crise du Covid. Et donc, pour acheter toutes ces vérités, les gens ont déboursé des sommes folles, hein, et les époux Bollinger, on sait qu'ils ont gagné à peu près 25 millions de dollars, enfin on estime qu'ils ont gagné à peu près 25 millions de dollars en 5 ans. Donc, l'argent. Mais pas seulement, ça peut être aussi l'idéologie politique ou religieuse. Les djihadistes, quand ils produisent des fausses informations, Daesh, par exemple, quand ils n'ont plus de territoire maintenant, mais quand ils publiaient leurs vidéos où ils montraient que tout allait bien, que c'était un paradis chez eux et qu'il fallait vite venir, bon, bah, c'était destiné, et puis bon, avec des théories du complot qui étaient partagées par rapport à l'Occident notamment, et ben, ça avait un objectif idéologique religieux. Et puis, ça peut être l'idéologie politique. Pour faire triompher son candidat préféré, on va attiser des théories du complot qui vont dans ce sens-là. Bon. Ensuite, la reconnaissance sociale. Ça, finalement, il y en a beaucoup de complotistes sur les réseaux sociaux qui n'ont pas forcément des mauvaises intentions, c'est pas idéologique, ils ne veulent pas forcément gagner de l'argent. Mais ils ont besoin de ça pour se sentir un peu exister. Finalement, ils trouvent un nouveau cercle social auquel ils s'intègrent, et ils n'ont plus du tout envie d'en sortir, ça leur apporte que du bien. Et donc du coup, pour entretenir cette reconnaissance sociale qu'ils ont enfin, ils continuent à diffuser ces idées complotistes. Surtout que c'est cool, ce qu'il y a de cool avec la diffusion d'idées complotistes, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Vous allez regarder des vidéos d'autres complotistes, vous faites des compiles, ou vous inventez des nouveaux trucs, si vous voulez. De toute façon, c'est faux. Donc, du coup, la plupart des arguments donnés sont faux dans les théories du complot. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de grosses compétences pour pouvoir se lancer là-dedans et avoir un gros succès. Donc, c'est quand même pas mal. Je connais un gars qui a fini par changer d'avis, lui aussi. Et donc, c'était Stalek sur Twitter. Et Stalek, c'était un type sympa mais timide, puis qui avait des soucis dans sa vie et tout. Et en fait, en publiant de la désinformation sans arrêt sur les vaccins, depuis le début de la crise du Covid, il s'était forgé un nouveau cercle social. Il était intégré à un groupe, une communauté qu'il comprenait, qu'il écoutait, avec qui... voilà, c'était sympa quoi, comme de se rencontrer, de parler de leur sujet en commun, la théorie du complot qu'ils avaient en commun. Et finalement, il continuait pour la reconnaissance sociale. Et un jour, il a fini par craquer et par renoncer à ces croyances-là. Il l'a annoncé sur Twitter, ça s'est assez mal passé. Il a perdu tous ses anciens amis, évidemment. Il était notamment passé me voir en message privé pour me poser des questions, pour me dire « Mais pourquoi tu fais tout ça ? Pourquoi tu défends les puissants, machin, tout ça ?» Et je lui avais exposé ma position tranquillement. Il m'avait dit je pensais que tu allais m'insulter, me mépriser et tout, puis en fait tu discutes avec moi, c'est bizarre. Finalement, t'es pas comme je pensais. Et puis ça a été pareil avec d'autres personnes, et c'est ça finalement qui après l'a fait changer d'avis. Pas moi tout seul, hein, mais c'est un processus long. Donc, quel problème pose le complotisme ? Les problèmes que ça pose, c'est d'abord une menace... menace, c'est un peu fort peut-être comme mot, mais bon, c'est aussi pour accrocher. C'est aussi pour vous accrocher, voilà, il faut faire du sensationnalisme un petit peu. La menace.
Non, c'est vrai que ça peut constituer un problème pour la paix sociale. Ça divise les gens, ça fait en sorte que des citoyens qui ont le droit de vote, qui peuvent décider avec nous tous, comme nous tous, des grandes orientations des politiques sociales, des politiques économiques, etc., et ben, que ces gens-là prennent des mauvaises décisions, puisqu'ils vont se baser, ils vont baser toutes leurs décisions sur une vision faussée de la réalité. Ils vivent dans un univers parallèle, ils croient vivre vraiment dans cet univers-là, sincèrement, et donc ils vont baser leurs décisions le plus rationnellement possible, mais par rapport à un univers qui n'existe pas. Et donc ça pose un problème dans une société démocratique. Ça en pose moins dans une dictature, mais dans une société démocratique, c'est moins cool. Ensuite, les menaces individuelles, puisque du coup, on va pouvoir se mettre en danger. On va pouvoir se mettre soi-même en danger si on se met à avoir des croyances fausses sur comment gérer sa santé, par exemple. Donc, ah oui, là, ça c'est un bon exemple, je trouve. C'est le même mec dans tous les tweets, vous voyez, c'est ce petit logo-là, là, repérez-le. Voilà, c'est le même mec qui poste tous ces tweets. Je vous parlais de vision faussée de la réalité, mais il y a aussi un phénomène d'opposition systématique à tout ce qui provient des autorités sans forcément essayer de chercher une cohérence d'ensemble dans ce qu'on croit soi-même. Et c'est ça qui va pouvoir nous mettre en danger, c'est que on va même plus chercher à avoir son propre esprit critique, on va même plus chercher à essayer de construire son opinion de manière cohérente et à peu près stable, on va juste construire son opinion par rapport à l'opposition qu'on a, par rapport à ceux qu'on n'aime pas. Et donc là, on voit un exemple ici. Ça, c'était avant que le virus arrive. Donc j'ai fait des recherches sur le gars quand j'ai vu qu'il produisait certaines fausses informations. Je suis allé voir qu'est-ce qu'il pensait avant que le virus arrive chez nous. C'est-à-dire quand il était encore en Chine, le virus. Nos autorités scientifiques et politiques, elles disaient à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, dédramatisez, il y en a eu plein, des virus en Chine, ils passent jamais la frontière, ça va bien se passer. Pour l'instant, tout nous indique que c'est pas très grave. Parce qu'ils n'avaient pas encore suffisamment, on n'avait pas encore de recul, on n'avait pas d'études scientifiques qui pouvaient nous montrer que c'était plus grave que la grippe. Donc on disait, ça a l'air d'être une grippe, ça a l'air d'être une grosse grippe, et on ne sait pas encore si ça va arriver chez nous. Pour l'instant, c'est en Chine, rassurez-vous. Et du coup, opposition systématique, non, c'est qu'il y a 20% de mortalité, sous réserve d'autres chiffres. Quand même, il est prudent. En résumé, une personne contamine un paquebot, mais le coronavirus n'est pas plus contagieux que la grippe, mort de rire. Non, mais c'est pas plus dangereux qu'une grippe, lol. Non, non, non. Avec l'image du truc, du pilote qui porte une combinaison pour montrer que, si, c'est très dangereux, regardez. Donc, quelques mois plus tard, la même personne, retrouvons-la. Entre-temps, le virus est arrivé chez nous. Et depuis, on a demandé à Jean Complot, là, lui, on lui a demandé, écoute, Jean Complot, va falloir que tu mettes un masque, va falloir que tu respectes certaines mesures sanitaires. Et là, Jean Complot, il n'est pas très content. Donc là, il se met finalement dans l'opposition, encore une fois. Donc Jean Complot, il va nous dire, l'immunité collective fonctionne plutôt bien. Un virus qui tue seulement 0,035% des contaminés, ça mérite de détruire l'économie. Ils oublient juste de parler des jeunes de 1 à 50 ans qui décèdent chaque année de la grippe. On est dans une épidémie qui est devenue moins grave qu'une épidémie de grippe. La même personne, à quelques semaines d'intervalle. Voilà. Elle a construit son opinion par rapport à l'opposition systématique à l'autorité. Elle n'a pas vraiment réfléchi, possiblement, à la cohérence de ses positions. Elle est dans le mouvement. Alors, qu'est-ce que j'avais voulu mettre là ? Ah oui. Quel problème pose le complotisme ? Les théories du complot, elles se multiplient, on finit par en entendre parler, on ne sait pas trop si c'est vrai, on ne sait pas trop si c'est faux, et puis finalement, on finit par flipper un peu quand même. Ouais, mais ça fait déjà 15 personnes qui m'ont dit que le vaccin, c'était rempli de trucs pas cool. Finalement, même si je sais pas trop, par prudence, je vais quand même pas y aller.
Et puis, du coup, voilà la conséquence. On a deux personnes qui ont vulgarisé la science pendant toute une partie de leur vie, qui m'ont donné aussi envie, hein, qui m'ont donné goût à la science, qui m'ont fait aimer la science aussi quand j'étais petit, avec C'est pas sorcier aussi. Et finalement, ces deux personnes-là, elles meurent d'un déni de science. Et en soi, c'est triste. C'est un peu con parce que peut-être qu'ils auraient eu une forme moins grave en se vaccinant. On peut aussi montrer la vidéo sur Bernard Lachance. C'est possible. C'est la vidéo qui commence par Scoop, je crois. Par contre, je sais pas si ça va s'afficher. Ah bah non. Moi, je vais devoir l'afficher aussi en même temps. Alors. Donc, je vais vous montrer cette vidéo. Ah non, c'est pas celui-là. Celle-là est marrante aussi, mais hop, celle-là est moins marrante, carrément. En 2009, Bernard Lachance est au sommet de ses belles années. Donc ça parle de Bernard Il est même Lachance. accueilli par Oprah Winfrey, la grande dame. En 2009, Bernard Lachance est au sommet de ses belles années. Il est même accueilli par Oprah Winfrey, la grande dame de la télévision américaine. Pendant un bref moment, il est partout. Il semble parti pour la gloire. Mais 12 ans plus tard, sa vie avait pris une toute autre tournure. Tu dois avoir une grosse surprise en me voyant la face. Ça va pas très bien dans ma vie. Cette vidéo a été filmée 11 jours avant que Bernard Lachance ne meure à l'âge de 46 ans. J'ai des problèmes de digestion. Le corps ne garde rien. Je vomis une pomme. Ce message est destiné à son ami Hugues Olville, un ex-médecin français qui offre des soins non conventionnels. Le scoop, c'est que de mon point de vue, les virus n'existent pas. Reviens-moi, Hugues, faut que tu me sauves la vie. En réponse à l'appel à l'aide de Bernard Lachance, Hugues Olville lui conseille de boire 3 litres d'eau salée par jour en l'assurant que ce régime allait rétablir son système digestif. Moi, je dis que les scientifiques qui disent que le VIH ne cause pas le sida ont tout à fait raison. J'en suis une preuve vivante. Bernard Lachance était séropositif, mais il n'avait plus confiance dans la médecine moderne. À la grande déception de l'empire politico-pharmaceutique, qui était... En 2017, il avait cessé sa trithérapie. Ce protocole pharmaceutique qui donne aux personnes séropositives une espérance de vie presque normale. Au total, ça aura coûté 120 000 aux contribuables, parce qu'on ne nous vend pas ça 5 $, ces petites pilules-là. Mais quelques années plus tard, Bernard est en train de mourir. Ah non, la mort, elle n'existe pas. sa mort est l'aboutissement de quelques années qui vont bouleverser son entourage, un parcours qui l'a plongé dans l'univers des complotistes. Mesdames et messieurs, Bernard Lachance, qui lui aussi s'est converti dans le conspirationnisme et le complotisme. C'est en 2017 que Bernard Lachance commence à s'intéresser à des personnages controversés. Est-ce qu'il y en a qui croient encore que le sida est contagieux? C'est la plus grande imposture du siècle. Guylaine Lanctot est très connue dans le milieu de la médecine alternative. Cette médecin déchue ne croit pas à la pandémie de la COVID, ni au VIH, ni au vaccin. C'est pas vrai qu'on a besoin de manger et de boire pour survivre. Quelques mois après avoir découvert les théories de Guylaine Lanctot, Bernard Lachance arrête sa trithérapie. Non seulement j'y ai parlé, mais c'est une dame que j'adore, c'est une amie. Elle me racontait, j'ai dit, comment t'as entendu parler de ça, la fraude HIV? Pendant la pandémie, Bernard Lachance devient une vedette du monde conspirationniste avec des propos qui font souvent écho à ceux de Guylaine Lanctot. Le VIH n'a jamais Voilà. été... Donc, on est face à une personne qui... Ah zut, j'en étais où dans le... Désolé. Essayer de retrouver où est-ce qu'on en était.
Ah non. Oui, c'est bon. Ok, super. Désolé. Alors, Bernard Lachance, donc, qui s'est mis à fréquenter toute la complosphère. Vous avez vu, à côté de lui, il y avait Alexis Cossette, à un moment donné, quand il y avait le micro, là, qu'ils étaient deux. Alexis Cossette, qui est un des principaux influenceurs QAnon au Canada, le principal. Et QAnon, vous savez, c'est la théorie du complot, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est dans tous les médias, et qui dit que Trump est un sauveur, qu'il y a un grand, vaste réseau pédocriminel qui dirige le monde et tout. Bon. Et donc, il va rentrer dans cette complosphère, et au début de la crise du Covid, Bernard Lachance va donc témoigner de partout de son expérience personnelle en disant voilà, ce nouveau virus, c'est un complot, de toute façon, les virus, ça n'existe pas. J'en suis la preuve vivante. Et il est décédé quelques mois plus tard de son sida qu'il avait choisi de ne pas croire en raison de la rencontre avec la dame que vous avez vue juste avant, Ghislaine Lanctot, qui est une ancienne médecin qui appartient aux Sovereign Citizens, encore des complotistes qui, en fait, eux, leur idéal, ce serait de... Enfin, comment dire ? Ils se considèrent souverains de leur propre personne et donc ils nient l'existence de l'État et de tout ça. Et donc, voilà, ils se considèrent comme appliquant leurs propres lois et comme n'étant pas soumis à toutes les, aussi bien les autorités politiques que scientifiques que les virus. Voilà, c'est eux qui choisissent ce que doit devenir leur corps et leur esprit. Bon, alors, comment sortir du complotisme ? Ça, c'est la question un petit peu à 1000 points. Moi, j'en suis sorti grâce un petit peu à la théorie de trop. Tomber sur la théorie de trop. Ça, c'est vraiment... Je l'ai vu chez pas mal de gens, en fait. La théorie de trop, c'est une théorie qu'on ne veut pas accepter, et ou alors sur un sujet qu'on connaît bien. Et qui fait que du coup, on va se remettre en question en disant « Attends, s'ils disent les mêmes choses sur cette théorie-là, mais là c'est de la merde, je le sais, comment ça se fait que le reste, peut-être qu'il y a un truc ?» Et ça, en fait, moi je refusais de croire aux moonhawks, aux canulars lunaires, parce que j'aimais beaucoup l'astronomie, j'avais des livres d'astronomie depuis que j'étais tout petit, et les vidéos complotistes sur « on n'est pas allé sur la Lune » et tout, ça me chiffonnait un peu, parce que ça ne correspondait pas à ce que j'avais lu dans mes bouquins sur Apollo et tout. Et donc, moi, j'avais des bouquins avec des photos, avec des répertoires, des timelines et tout, des missions et tout ça, des 6 missions, hein, des 6 missions Apollo qui sont allées sur la Lune. Donc, il n'y en a pas eu qu'une, hein, il n'y a pas eu que Apollo 11, hein, il y en a eu plein d'autres après. Donc, ça me dérangeait pas mal, et du coup, je me suis posé des questions. Pour la première fois de ma vie, un documentaire complotiste que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur pause, il y avait plein d'arguments qui s'enchaînaient et tout, et à un moment donné, j'ai appuyé sur pause et j'ai dit « Attends, ce qu'il vient de dire, là, je vais aller le vérifier. » Je suis allé sur Internet, c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Je mets sur pause le docu, je vais vérifier sur Internet, je tombe sur un site qui était bien fait, NewTech, et donc je m'aperçois que l'argument est faux, en fait, enfin que l'affirmation est fausse, vraiment complètement faux. Et puis après, je relance le docu, puis je m'aperçois, il y a plein d'arguments d'un coup tout de suite qui s'enchaînent. Hein. Je fais, mais non, attends, hop, repose. Et je retourne sur Internet et je recheck les nouvelles informations qui me parvenaient. Et là, je m'aperçois finalement, à force de faire ça, pause, lecture et tout, qu'en fait, dans le docu, il y avait quasiment que des affirmations qui étaient fausses ou déformées ou complètement, enfin, vraiment hyper malhonnêtes. Et là, c'est un petit peu une prise de conscience et je me dis, mais c'est fou, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas que les gouvernements en fait, qui veulent me mentir, il y a tout le monde, en fait. Du coup, il faut que je me méfie un petit peu de tout le monde. Ça devient plus compliqué. Pour trouver où est la vérité, là, du coup, ça devient plus compliqué. Et après, c'est là que je suis tombé, dans le même temps, sur des vidéos de chaînes qui parlaient d'esprit critique, de comment, justement, se construisent les biais. Tout à l'heure, il y a eu une présentation sur les biais, les sophismes, les trucs comme ça. Et là, ça m'a permis de comprendre un petit peu les écueils à éviter. J'ai fini par apprendre à trier un peu l'information. On se trompe toujours, hein, il y a toujours des moments où on partage de la merde, mais globalement, on peut apprendre à réduire ça. Et finalement, petit à petit, j'ai rétropédalé, mais ça m'a pris des semaines. Hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on sort du complotisme. Hein. Ça prend des semaines et c'est un travail personnel avant tout. C'est pas par la contre-argumentation factuelle, vous allez dire
vous allez lui dire non, tu crois à cette théorie du complot, mais moi je te prouve que c'est faux parce que nanana et nanana. Et le mec d'un coup il dit ah ouais, t'as raison en fait, finalement j'y crois plus. Ça n'existe pas, hein, bien sûr. Donc du coup, c'est un long travail personnel, ça prend des semaines ou des mois, et c'est pas facile. Donc ça peut être mettre en lumière les mensonges et les intérêts personnels du diffuseur complotiste. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Montrer le mec à qui tu fais confiance, là, qui te dit que les politiques, ils sont salauds, machin, tout ça. En fait, lui, il est pareil que les politiques en question, voire pire. Et là, tu montres qu'il a été condamné, qu'il a des casseroles aux fesses, qu'il n'a pas payé ses impôts, en fait, il se fait plein de thunes en profitant des pigeons, les arnaquant et tout. Hold Up, là, tout à l'heure, ils disent dans leur documentaire quand même que il faut surtout pas se servir des masques, c'est dangereux. Et puis par contre, ils vendent des masques dans leur boutique, vous voyez, quelque part. Donc ça c'est pas mal montrer aux gens, justement, leur faire comprendre, comme moi je l'ai compris aussi quand je suis sorti du complotisme, que le mensonge peut venir de n'importe où. Il y a des gens mal intentionnés partout, et pas seulement chez les puissants, en fait. Même s'il y en a aussi chez les puissants, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Discuter, garder contact. Oui, en fait, si vous avez un proche qui est dans le complotisme, essayez pas à tout prix de l'en faire sortir tout le temps. Dédramatiser des fois la situation. Moi, j'ai un pote, il n'y a pas longtemps, il me dit je pense que j'ai des pouvoirs, en fait, sur les énergies autour de moi et tout. En fait, je pense que... en fait, j'avais des bocaux de riz. Et il y a un bocal de riz, j'y ai envoyé beaucoup d'amour, et un bocal de riz, j'y ai pas envoyé d'amour. Et 2 semaines plus tard, c'est le bocal où j'avais pas envoyé d'amour qui était moisi et pas l'autre. Alors du coup, je lui dis, écoute, c'est cool pour faire des risottos, je sais pas. Et hop, on dédramatise et on passe à un autre sujet. Et puis finalement, moi ça m'intéresse pas tant que ça, le riz. Et sinon, la dernière fois, qu'est-ce que tu as fait de ta journée, voilà. Et puis, on peut dédramatiser, on peut montrer que c'est un sujet finalement pas si important que ça. On passe à autre chose, et puis on peut mener un entretien épistémique, ça veut dire lui poser des questions. Lui poser plein de questions, pas en mode interrogatoire, mais en mode curieux, pour essayer de faire en sorte qu'il se rende compte par lui-même des incohérences dans sa théorie. Ah, c'est intéressant ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais du coup, par rapport à l'autre truc que tu m'avais dit, du coup, c'est contradictoire, non? Il me semble, comment t'expliques ça? Et là, le mec, ah ouais, peut-être. Voilà. Bon, ça, c'est des trucs qui peuvent le faire réfléchir parce que c'est lui-même, en fait, qui est dans la démarche de changer d'avis. C'est pas vous qui essayez de lui faire changer d'avis. Ça marche pas. Donc, évidemment, ne pas se braquer, ne pas l'insulter, tout ça. Bon, après, si vous ne connaissez pas la personne et qu'elle vous fait chier, évidemment, on est des humains. mais si c'est votre sœur ou votre tonton que vous aimez bien et tout, c'est dommage. Donc, gardez contact, envoyez des petites bouteilles à la mer de temps en temps, un petit partage de liens sur de la bonne science, voilà, des bonnes connaissances qui sont sympas, mais en même temps qui sont de bonne qualité. Et puis résoudre les problèmes de fond, parce que en fait, ça peut être simplement une personne qui est mal dans sa peau, une personne qui a perdu sa femme, son boulot, tout ça. Bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais il y a des études de psychologie qui montrent que ça aide, en fait. Donc, comment lutter contre le complotisme? Bon, une fois qu'on en est sorti, en fait, moi, ce que j'ai fait... Il me reste combien de temps? 5 minutes? Ouais, mais du coup, sans compter les questions? Après, on passe aux questions? Ok, d'accord. Donc, à partir du moment où j'en suis sorti, moi, j'étais un peu vénère. Je vous le cache pas. Hein, je me suis dit, j'aimerais bien lutter contre ça. J'aimerais bien montrer aux autres gens que, attention, vous ne vous faites pas avoir. Et donc, j'ai créé à ce moment-là ma chaîne YouTube, tout ça. Bon, vous n'allez pas tous créer une chaîne YouTube, mais, si vous voulez, en fait, créer là, je m'en fous, mais bon, je me dis que probablement vous n'allez pas le faire, tous, ici. Donc, du coup, dans les mesures qui sont identifiées petit à petit, dans les différents rapports, dans les différentes études sur le sujet, il en ressort, en gros, que, bon, avant tout, ça, là, l'éducation à l'esprit critique à l'école. La prévention est toujours préférable à la guérison, si j'ose dire. Et donc, l'apprentissage de l'esprit critique, des biais, des erreurs qu'on peut avoir dans notre raisonnement, c'est super important. Et donc, il faudrait peut-être qu'il y ait une matière à part entière au collège, dans les écoles, qui s'appelle éducation aux médias, à l'esprit critique, je sais pas.
Et alors, je sais que ça existe dans les collèges, il y a genre un petit cours et tout, mais c'est pas une matière à part, vous voyez, c'est pas important comme le français ou les maths. Et pour moi, ça devrait être aussi important que le français ou les maths. Il y a juste des petits cours d'éducation média à l'information qui sont menés très bien par le Clémy, hein, mais avec les moyens dont il dispose, et c'est pas toujours beaucoup. Donc, ne pas nier les problèmes sociaux ou politiques. Donc, il ne faut pas nier que les dirigeants, parfois, ils font des conneries, qu'il y a eu des scandales, qu'il y a eu des complots, hein, aussi, ça existe. Finalement, on n'en parle pas, mais des vrais complots, ça existe. Donc, ne pas les nier, déjà, on peut commencer par ne pas les nier, pour montrer sa bonne volonté, finalement, aux complotistes. Ne pas les mettre sous le tapis, avoir une bonne justice qui punit les vrais instigateurs de complots ou de problèmes de scandales politico-financiers ou que sais-je. Améliorer la transparence, c'est un truc qui s'améliore petit à petit dans le pays. Améliorer la transparence de la vie publique, de la politique et tout, des comptes bancaires des candidats à la présidentielle. Petit à petit, il y a des réformes qui se font dans ce sens, donc ça, c'est plutôt bien. Et plus c'est transparent, moins on se méfie. Donc du coup, c'est... je veux dire, parce qu'on a les informations. Parce que s'il y a un secret, s'il y a trop de secrets, de trucs classifiés et tout ça, bah forcément, on est légitime à se dire, bah attends, qu'est-ce que ça cache? Et finalement, c'est un peu logique, c'est humain, c'est normal. Identifier et neutraliser les principaux nœuds des informations. Ça, je pense qu'en fait, à la fois, il faut limiter la censure et la répression. C'est-à-dire éviter sur les réseaux sociaux ou dans les lois, les réformes, éviter... du trop répressif. Il y a eu dans certains pays africains une réponse très très rapide parce que les médias sociaux se sont imposés très rapidement, sont explosés d'un coup dans pas mal de pays africains. Et ça a posé des gros problèmes parce que ça ne s'est pas imposé petit à petit comme chez nous. Et en plus, il n'y a pas parfois les mêmes infrastructures de contrôle, de répression, tout ça. Et en fait, certains pays africains, pour réagir à cette vague d'un coup de désinformation sur les réseaux sociaux, ont fait des lois très répressives qui pénalisaient, genre de peine de prison, ceux qui balançaient des fausses infos. Et ça, c'est très très mauvais. On s'aperçoit qu'il y a un impact très négatif aujourd'hui. Non seulement ça ne fait pas baisser le nombre de désinfos, le nombre de fausses infos, mais en plus, ça crée beaucoup de ressentiment dans la population et donc encore plus de complotisme. C'est vraiment pas une bonne solution. L'impact du fact-checking, il y a des études qui ont montré que quand un fact-checking était associé à l'information, ça faisait baisser de 50% les partages de cette information. Ce qui est plutôt intéressant. Donc à court terme, ça marche pas mal, le fact-checking, à condition que ça soit rapidement proche, qu'il n'y ait pas beaucoup d'efforts à faire pour trouver la réponse à la mauvaise information. Et ça, c'est encore un progrès qu'on va faire, je pense, les algorithmes de détection ou de modération des plateformes à ce niveau-là. Donc sans censurer, on va quand même essayer d'accompagner chaque message du fact-checking. Et identifier, neutraliser les principaux nœuds, c'est-à-dire que quand vous avez des personnes qui se font des millions de dollars aux États-Unis, par exemple, mais quand vous avez des personnes qui se font des millions de dollars, on sait que c'est des désinformateurs, on sait qu'ils en profitent, c'est des charlatans, machin, et ils produisent la majorité de la désinformation. Bon, bah, à un moment donné, peut-être que ceux-là, il faudrait faire quelque chose. Quand je dis neutraliser, je ne parle pas physiquement, hein, je parle au niveau de leur message et tout, hein, bien sûr. Voilà, ça on a fait le tour. Et j'aimerais finir juste par la petite vidéo, la deuxième. Et puis, elle est très courte. Elle est très très courte, je crois qu'elle fait même pas 2 minutes. Hop. C'est une hydrogéenne, alors je vais... Une personne. Vous allez voir une personne qui est un auteur de livres depuis... Comptez les bras que je vois. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. C'est une espèce de... Il y a comme une tête, comme une pieuvre, avec 8 bras, ou 10 bras, on ne sait pas. Et ça se déplace. Ça veut dire que ce parasite, qui est OGM, est armé d'une intelligence artificielle parce qu'ils ont aussi découvert des fragments de dispositifs informatiques en nanoparticules, avec des couleurs très vives.
Et pourquoi les couleurs très vives? Parce que c'est la lumière blanche du microscope qui, par réverbération, a révélé des couleurs, alors des couleurs comme du vert très, très flashy, du bleu très flashy, du rouge très flashy. Et tout ça, c'est les vaccins, et c'est ce qu'on injecte dans le corps des gens avec ces parasites. Et ces parasites, évidemment, comme ils ont des bras, ils vont s'agripper quelque part. Et vous vous retrouvez avec un alien, et pas un, on n'est pas vacciné parce qu'on veut pas de cette saloperie-là dans notre corps. On veut pas de ces hydres aliens dans nos corps. Dites-vous que dans chaque vaccin, il y a des aliens. Et que ces aliens vont vous coloniser et qui sont dotés d'une intelligence artificielle pour vous contrôler. Parce que c'est contrôlé à travers l'électricité et à travers le graphène. Ça se contrôle à distance par des ondes. Parce que c'est lui, si vous voulez, c'est cette merveilleuse machine qui va déclencher le graphène et sa connectivité. Leur objectif, c'est de servir le nouvel ordre mondial. Macron l'a déclaré, il l'a déclaré publiquement, il l'a dit. Il a dit sa filiation, Sarkozy l'a dit, Hollande l'a dit. C'est tous des pantins du nouvel ordre mondial. C'est épouvantable. À 60 000 personnes, donc, actuellement, donc, qui le prennent pour une référence sérieuse. D'accord? Voilà. Je vous laisse seul juge. En tout cas, ça peut conduire à ça. Je vous dis pas, évidemment, il y a des échelles dans le complotisme, évidemment. C'est le mec qui a des doutes sur les effets secondaires du vaccin. Je dis pas qu'il a la même statut que lui, là, en termes de... ok, on est tous un peu complotistes, ok, dans le fond, parce qu'on a tous tendance, des fois, à attribuer des intentions à des événements qui n'en ont pas forcément. Mais si vous voulez, il y a quand même des stades, et lui, il est à un stade avancé. D'accord ? Voilà. C'est tout pour moi. Bien, je vous remercie Monsieur Cavalier pour cette merveilleuse présentation et vos précieux conseils, parce que c'est vrai que comme vous dites, on a tous une part peut-être de complotisme en nous, et surtout avec les réseaux sociaux et tout ce qui se fait actuellement. Je sais que vous n'avez pas eu le temps d'aborder tous les points que vous auriez souhaité, mais notre public a posé des questions tout au long de votre présentation. Dites-moi. Alors, tout d'abord, on a une question qui nous dit « Il y a une théorie évoquant que la série des Simpsons est à l'origine de plusieurs événements importants. La série avait, par exemple, prévu les attentats du 1er septembre, par exemple. » Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle le concordisme. C'est une technique complotiste très, très courante qui consiste à aller chercher des œuvres qui ont été faites avant un événement et à essayer de trouver une coïncidence entre les deux pour pouvoir dire, vous voyez, c'était prévu avant. Et donc on essaye de trouver des correspondances, voilà. Par exemple, effectivement, les Simpsons, je crois que c'est dans un épisode où on voit Bart qui montre un magazine avec les deux tours qui sont en feu ou je sais pas quoi, et du coup ils disent, ah bah voilà, ça prouve, et vu que c'était avant les attentats, ça prouve que les Simpsons, en fait, les Illuminati voulaient laisser des indices. Des trucs comme ça. On a aussi vu ça pour l'épidémie du Covid. Il y avait une série coréenne, je crois, qui se basait sur... le scénario, en fait, c'était qu'il y avait un coronavirus qui commençait à se répandre dans la société et tout, et du coup, il y avait les gens qui réagissaient à ça dans la société coréenne. Et donc, les complotistes l'ont ressorti après coup en disant « Ah, vous voyez, c'était prévu ». Et en fait... Le truc, c'est que statistiquement, sur les milliers d'œuvres qui sortent en livre, en vidéo, en tout ce que vous voulez, sur les milliers de dessins, sur les milliers de tout qui sortent tout le temps, vous allez toujours pouvoir trouver des coïncidences qui ont l'air de bien coller. Et du coup, vu que ça colle pas mal, on va pouvoir prétendre, vous voyez, c'était prévu avant. Alors qu'en fait, c'est juste que vous avez farfouillé partout pour trouver le truc qui a l'air de ressembler. Qu'on appelle le concordisme. Ouais. Je vous remercie. Vous avez abordé plusieurs points et quelques exemples dans la politique. On me demande, dans la politique, le complotisme est courant. À vous de répondre. Ah. C'est tout. Alors ça dépend. Est-ce qu'on parle de comploteur ou de complotisme finalement? Parce que est-ce que c'est en fait les deux sont courants. Enfin, je veux dire, les intrigues, peut-être ce que vous voulez dire, c'était peut-être les intrigues politiques et tout.
sont courantes. On pense à House of Cards ou ce genre de trucs, où effectivement il y a des intrigues politiques et tout ça. Après, est-ce qu'on peut parler vraiment de... Ah, oui, parfois c'est des complots, mais... Oui, bah, de fait, évidemment, quand vous avez des gens de pouvoir qui essayent de gagner plus de pouvoir, bah, ils doivent à un moment donné écraser la gueule d'autres personnes. Et après, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ça c'est une espèce de réalité sociale. Et finalement, est-ce qu'on... je pense qu'il va falloir dissocier ce qui est prouvé de ce qui n'est pas prouvé après. Si c'est pas prouvable, vous pouvez dire un politique, il a sûrement manigancé pour se retrouver à tel ou tel poste. Bon, bah, pourquoi pas, vous n'avez pas de preuves, si ça vous plaît de le croire dans l'absolu, pourquoi pas. Après, si vous vous mettez à dire qu'il a comploté avec des extraterrestres, je sais pas, là, ça passe à un autre stade où il va falloir apporter des preuves de plus en plus fortes, en fait, pour appuyer votre opinion sur un éventuel complot du politique en question, je sais pas, enfin voilà. Mais en fait... c'est pas parce qu'un phénomène existe, si vous voulez, il faut pas faire du relativisme, c'est-à-dire comparer des choses un peu incomparables. C'est pas parce qu'il y a des politiques qui se marchent sur la gueule pour essayer de devenir calife à la place du calife, de devenir président à la place de l'autre et tout, que ça veut forcément dire que, bah, du coup, finalement, le complot des sionistes et des Illuminati est vrai aussi. Je pense qu'il va falloir dissocier chaque question déjà. Et oui, certes, il y a beaucoup de manigances et d'intrigues chez les gens de pouvoir, mais est-ce que ça prouve toutes les autres théories du complot comme étant vraies? Je pense pas. Je pense qu'il va falloir compartimenter chaque problème, déjà avant tout. Ouais. Le public me demande à quel niveau étiez-vous complotiste? Alors, j'ai un peu dit tout à l'heure, hein, moi, j'ai pas cru à la Terre plate ou truc comme ça. Déjà, de toute façon, c'était même pas encore arrivé en France à ce moment-là. Je crois que c'est arrivé en France, la théorie de la Terre plate, vers 2013-2014. C'était avec la chaîne Epernon Mueve, en fait, qui avait traduit du contenu de Terre plate venant du Québec, enfin venant des États-Unis, et c'était un Québécois, il l'avait traduit en français. Enfin bon, après, il y a une multiplication des chaînes complotistes sur la Terre plate, mais à l'époque, moi, j'en avais pas du tout vu passer quand j'étais, moi, complotiste. Par contre, je m'étais beaucoup intéressé à des trucs un peu plus crédibles quand même, qui peuvent me poser des questions légitimes. Style l'assassinat de JFK, est-ce que c'est vraiment Lee Harvey Oswald qui a fait le coup? Il y a eu combien de tirs? Est-ce qu'il y en a... voilà, il y en a eu 3, 4, machin, plus. Est-ce qu'il y a eu un commanditaire, tout ça? Les attentats du 11 septembre, est-ce que c'était des bombes? Est-ce que c'était des avions, machin, bon. Donc ça, c'est des questions que je me suis beaucoup posées. J'ai vu beaucoup de contenu complotiste là-dessus à l'époque. Sur le 11 septembre, j'avais vu les 3 principaux documentaires qui étaient sortis, le nouveau Pearl Harbor, Zero et Loose Change, qui ont tous été débunkés allègrement depuis, hein, mais à l'époque, ça m'avait beaucoup intéressé. Et puis, il y avait les chemtrails, que je vous ai dit tout à l'heure, la théorie des traînées de condensation des avions, l'arme climatique HAARP, donc, qui était possiblement un truc secret et tout d'études pour faire des trucs climatiques. Les chambres à gaz, parce que je trouvais que Faurisson a été vachement rigolo dans ses explications. Ce qui est marrant, c'est que j'étais pas du tout... Enfin, j'avais rien contre les juifs à la base, j'en connaissais pas, et puis voilà. Donc je m'en foutais un peu, mais je sais pas pourquoi, j'ai cru à cette théorie du complot plus pour le côté rigoureux de Faurisson, en fait, qui montrait des plans en allemand et tout, hyper précis et tout ça. Et bon, après... voilà, hein, j'en suis largement revenu. Il y a des tas de preuves de la mise en place de la solution finale et tout par les nazis, donc rassurez-vous, voilà. Voilà, c'est ce genre de trucs auxquels je croyais. Et vous qui pratiquez le débunkage, d'où le nom de votre chaîne YouTube, on me demande, neutraliser les principales sources de désinformation ne risque-t-il pas de renforcer les complotistes dans leurs opinions ? Alors, ce qu'on a observé effectivement avec pas mal de comptes complotistes, c'est que quand on supprimait leurs comptes, ils migraient vers des plateformes plus libres comme Gab, Telegram, etc. Ou Parler. Et en fait, du coup, ça peut juste transporter le problème. Après, ils sont moins visibles, ils ont moins d'influence sur ces réseaux-là, donc finalement, tout en les empêchant pas définitivement de parler, ils peuvent toujours s'exprimer. Hein.
mais juste en les enlevant des réseaux sociaux les mieux modérés et les plus importants. On observe quand même, enfin, je prends comme exemple quand il y avait eu le grand nettoyage de Twitter suite à QAnon, au Capitole, l'attaque du Capitole et tout ça, début 2020. 2021. Et en fait... non, 2020 je sais plus où je suis. Bon, pas grave. Quand il y avait eu l'attaque du Capitole, en fait, avec QAnon et tout ça, ils avaient viré tous les comptes QAnon. Et finalement, on s'est aperçu que les gens faisaient beaucoup moins de recherches sur QAnon, par exemple sur Google et tout, dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et qu'en fait, ça avait finalement fait en sorte que les idées de QAnon se propagent beaucoup moins. Donc, après, c'est difficile de trouver une solution idéale. Y a-t-il une solution idéale? Il faut trouver simplement une balance. Il faut trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la sécurité de la population, la paix sociale, tout ça, enfin des intérêts plus généraux. Donc ça, c'est une question de... Ça, c'est une question politique, finalement. C'est une question de vie en société. Et ça, c'est à vous tous et vous toutes de vous poser cette question. Où est l'équilibre à mettre entre liberté d'expression et la sûreté, justement, par rapport à cette menace pour la paix sociale, qui est le complotisme. Et donc ça, j'ai pas de réponse objective et meilleure que vous à apporter, finalement. Et c'est parfait, donc je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que, selon vous, y a-t-il une théorie du complot qui peut être bénéfique à la société? Une théorie du complot qui peut être bénéfique? Après, je suis guère objectif dans le sens où c'est un peu mon sujet d'étude et en général, les théories du complot, je les vois pas d'un super bon œil. Est-ce que j'ai des exemples de théories du complot qui ont apporté des bonnes choses? Je sais pas. Est-ce que ça peut... Non, franchement, non. Ça m'inspire pas trop là. J'ai fait le tour des questions. Est-ce que peut-être dans le public, quelqu'un souhaiterait s'exprimer? Que dire à un proche qui croit à la théorie des chemtrails? Alors j'ai fait une vidéo de 1 heure sur ma chaîne YouTube sur la théorie des chemtrails, où je détaille... Ah oui, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, la théorie des chemtrails, c'est la théorie qui dit que les traînées de condensation des avions ne sont pas des traînées de condensation de vapeur, mais des épandages de produits chimiques volontaires. Bon. Donc, que dire à quelqu'un qui croit aux chemtrails? Bon, alors c'est compliqué, il faudrait d'abord savoir pourquoi ce proche croit aux chemtrails. Parce que vous avez peut-être des problèmes de fond, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, des problèmes, il est peut-être pas bien dans sa vie, et finalement, croire aux chemtrails, ça lui permet d'expliquer, je sais pas, des symptômes de maladie qu'il a ou autre, et qui l'inquiètent. Mais après, au-delà de ça, pour ce qui est de la pure contre-argumentation factuelle, même si je la conseille pas forcément dans un premier temps, mais voilà, j'ai fait une vidéo d'1 heure sur les chemtrails où j'ai abordé un petit peu tous les points, tous les arguments principaux sur la théorie du complot des chemtrails. Je crois que c'est une vidéo qui s'appelle « Les chemtrails existent ?» avec plein de smileys derrière. Et je pense qu'avant tout, il faut essayer de la comprendre, de comprendre pourquoi elle a envie d'y croire. Je pense que la théorie des chemtrails, il faut lui demander mais du coup, c'est quoi l'objectif? Pourquoi ils font ça? Du coup, tu dis, alors c'est quoi exactement? Si c'est pas des traînées de vapeur, c'est quoi exactement? Tu lui poses des questions. On va lui poser des questions pour essayer de comprendre déjà. Ok, c'est pas des traînées de vapeur, c'est quoi exactement? Donc là, elle va te dire, c'est du barium, du strontium, de l'aluminium, de je sais pas quoi, tous les trucs qu'ils disent habituellement. Et après, lui demander, mais c'est quoi l'objectif de faire ça? Pourquoi ils font ça? Et qui le fait d'ailleurs? Qui le fait exactement? Quels sont tes éléments, tes sources? Ok, et pourquoi ils font ça? Dans quel objectif? Et là, si elle te dit l'objectif, c'est de réduire la population mondiale, tu dis, mais attends, c'est depuis quand les chemtrails? Wait, depuis 1996, ça existe cette théorie. Ok. Donc dans ce cas-là, depuis 1996, est-ce que la population mondiale a baissé? Ça a marché ou pas cet objectif? Du coup, non. C'est bizarre, non? Du coup, ils sont pas très compétents, pourquoi ils continuent à le faire? Si c'est pour résoudre le réchauffement climatique, on va lui demander, mais attends, ok, je veux bien, mais t'imagines 200 pays qui sont jamais d'accord, qui se réunissent en secret, on n'est même pas au courant pour résoudre la crise climatique et ils arrivent enfin à se mettre d'accord. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, voilà, on va essayer d'aborder la question de façon naïve. L'idée, c'est pas de la piéger, c'est juste que par elle-même,
elles se rendent compte qu'il y a un truc qui cloche dans ce qu'elles croient en fait. C'est ce qu'on appelle l'entretien épistémique. C'est tout, du coup ? N'hésitez pas, hein, ne soyez pas timide. On est là pour y répondre. Non ? Non. D'accord. Okay. Bon, je vous remercie infiniment, Monsieur Le Cavalier, de votre venue à ces rencontres un peu comme. Et c'était très enrichissant, comme d'habitude, et comme toutes nos interventions depuis ce matin. Merci à vous d'être venus.